Imagine que tu es dans la rue en train de marcher, et là un mec que tu ne connais pas vient vers toi, t'agrippe le bras sans te l'avoir demandé, et te sort ton tatouage. Je lui donne un 8 sur 20. Vraiment. Peut-on noter un tatouage? Petite réflexion à l'usage des tatoueurs, des tatoués et des autres. Bonjour, ici Olivier Poinsignon pour tatouagesclermontferrand.fr et aujourd'hui je vais essayer de donner une réponse à la question « Peut-on noter un tatouage ?» Basiquement, on peut déjà répondre « oui ». Physiquement, si je ne suis pas aveugle, je peux me prononcer sans que l'on me demande mon avis. Ceci est tout à fait possible, indépendamment du fait que ce soit utile et juste, ou inutile et malvenu. C'est d'ailleurs ce qu'il se passe tous les jours sur les réseaux sociaux à chaque fois qu'un nouveau tatouage est posté. Alors effectivement, il n'est pas courant de voir des notes s'afficher en guise de commentaires, mais chacun y va de sa petite appréciation, de ses petits cœurs, de son jugement, pour finalement adhérer ou non à ce qui est montré. Cette forme de validation ostensible sur les réseaux détermine implicitement ce qui, du coup, peut être un bon tatouage. Et là, je reviens à ma question de départ. Peut-on noter un tatouage? Si l'on peut effectivement noter un tatouage, alors que note-t-on? Le fait que ce soit agréable à regarder, la qualité d'exécution, ou encore le message délivré par le tatouage. Mais surtout, pourquoi et comment évaluer un tatouage? Selon quels critères, quel contexte et par qui? Dans un premier temps, il faut comprendre ce qu'on entend par noter et ce que ça implique. On verra ensuite ce que l'on va noter. Qui note, selon quels critères et dans quel contexte. Alors, pourquoi noter et comment? La note est une tentative de rationalisation de quelque chose qui n'est pas toujours concret, mais qui, par le biais de la quantification numérique, devient complètement palpable. Une note découle d'une évaluation et ou d'un jugement qui permettent finalement de qualifier, de critiquer, d'estimer, d'arbitrer, de classer et parfois de départager. Par exemple, prenons les mathématiques et le français, deux matières évaluées par le biais d'une note dans le système éducatif français. Vous savez tous qu'il semble plus facile d'être évalué et noté en mathématiques, tant 2 plus 2 égale 4, et que si on n'ouvre pas un débat philosophique, ce résultat est incontestable. D'un autre côté, on sait que l'expression écrite ne peut pas être notée de manière aussi mécanique et binaire. Et pourtant on le fait. Et je me souviens très bien de l'impact physique que mes mauvaises notes en français ont pu avoir sur moi plus petit, sans que pour autant ma mère m'ait demandé mes feuilles de contrôle. Pour revenir à l'évaluation d'une expression écrite, elle ne se fait pas uniquement par le nombre de résultats juste obtenus. L'évaluation passe par le prisme d'un jugement. Ce n'est pas juste ou faux, cela relève d'une appréciation du correcteur qui, même s'il a des méthodologies, va être influencé, et ce de manière inévitable par sa propre subjectivité. Et s'il peut y avoir consensus en mathématiques, il est impossible d'avoir consensus en expression écrite. C'est donc pour cela que tout au long de cette réflexion, il sera question de notes, car elle permet d'englober évaluation et jugement. Si l'éducation nationale est capable de rationaliser le niveau scolaire d'un enfant sur un trimestre ou une année pour évaluer ses aptitudes, je comprends que pour pouvoir évaluer un tatouage le plus objectivement possible, je dois le noter. Mais si je veux pouvoir être juste, ça implique d'avoir des critères suffisamment précis et adaptés au sujet pour émettre les notes adéquates, afin de faire leur note moyenne pour aboutir à une note finale. Mais du coup, que doit-on noter? Je vous propose donc une grille d'évaluation divisée en deux parties. L'évaluation plutôt objective et mathématique du résultat technique, donc qualité de piquage, densité, saturation des pigments, traumatisme de la peau, précision, tenue de l'encre, et d'un autre côté, l'évaluation plutôt subjective, comme l'expression écrite, avec d'une part l'interprétation du sujet abordé par le tatoueur, et d'autre part l'appréciation, la réception de celle-ci par l'extérieur, mais aussi le style employé mis en parallèle des intentions et du contexte de réalisation, et aussi la qualité de transmission du message quand il y en a un. Je m'explique. Imaginons que l'on note un tatouage représentant un rond noir sur un avant-bras. D'un point de vue technique et formel, donc les critères objectifs, si je veux pouvoir juger que ce tatouage noir est bien noir, je peux noter la qualité de l'application de ce noir dans la peau. Est-il uniformément noir? Y a-t-il des zones de gris non désirées visibles? La peau est-elle abîmée? À cette question, seuls ceux qui savent à quoi ressemble un noir bien posé en tatouage peuvent répondre.
Je vais également pouvoir noter la qualité du contour, de la forme et de sa géométrie. Le rond est-il bien rond, si tel était l'objectif? L'intention de faire un rond noir est-elle réussie? Cependant, il reste les critères subjectifs à prendre en compte. Dans la moyenne générale, à savoir, est-ce que l'on trouve ça beau? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ce rond rend bien sur le corps de la personne? Cela prend-il en compte ce qu'elle dégage? Est-ce que le mystère et le message caché me parlent tant que ça? C'est tous ces critères-là. Cependant, ces critères d'évaluation ne font pas tous facilement consensus au sein de la communauté et du public. En effet, la subjectivité est un facteur inquantifiable, dont les paramètres vont fortement varier. Et qui dit évaluation et note, communauté et public, dit évaluateur et juge. Mais alors, qui juge et dans quel contexte? Et pourquoi? Second temps, il faut prendre en compte le cadre et le contexte du jugement ou de l'évaluation, ce qui permet de se faire une idée de qui peut être amené à nous juger. Et là, j'ai identifié 5 grandes situations. Première situation, dans la vie de tous les jours, comme le gars du début de la vidéo qui est toujours là, on est donc dans la rue, ça sort de nulle part, c'est gratuit et sans aucune finalité autre que cet échange, comme pour certains commentaires internet. Deuxièmement, dans un shop à l'arrière-boutique du côté pro, dans le cas où le tatoueur fait un apprentissage et qu'il veut prendre connaissance de son avancement technique. Là, on parle d'évaluation d'apprentissage. Auprès d'un autre tatoueur ou alors auprès de soi-même si c'est un autodidacte. Troisième point, dans un shop du côté client qui va chercher un diagnostic professionnel. C'est le cas où un client qui a un tatouage qu'il n'arrive pas à juger comme bon ou mauvais va voir plusieurs tatoueurs pour avoir leur avis sur la qualité de ce qu'il porte et pourquoi pas le faire corriger. Et encore là, on est proche du point numéro 2. Bis numéro 3, dans un shop du côté client, mais qui ce coup-ci cherche un tatoueur et qui vient se faire une idée de ce qu'il peut se faire tatouer. Dans ce cas, le client vient jauger si le tatoueur va être à la hauteur de son projet, et bien souvent, il le fait en venant juger les travaux exposés par le tatoueur dans le shop ou sur internet. Situation numéro 4, sur le net et les réseaux sociaux, par le biais de notations d'étoiles sur Google, de commentaires plus ou moins construits, des followers et des précieux likes, qu'il ne faut pas oublier de mettre sous cette vidéo. Et enfin, 5e situation, dans le cadre d'une convention de tatouage avec un jury qui va donc permettre aux tatoueurs de se distinguer les uns des autres. Et pourquoi pas, pour les autodidactes qui vivent dans des grottes sans internet, d'aller faire contrôler leur travail par leur pairs. Maintenant qu'on a détaillé les différents cas de figure, on sait que tout le monde peut émettre une note, même si ce ne sera ni avec les mêmes intérêts, ni selon les mêmes critères. Or, ce qu'on en attend d'une note est qu'elle soit la plus objective possible, selon des critères d'évaluation clairs et précis. Si l'on a 5 cas, et donc 5 grands profils d'évaluateurs, alors, quels sont les critères d'évaluation de ces 5 profils? Selon quel degré de connaissance juge-t-il? Quel intérêt trouve-t-il à juger? Quelle importance, quelle crédibilité et légitimité leur accorder? Il est important de clarifier et de préciser ces différents points. Ils vont en effet être essentiels pour déterminer de la justesse, de la légitimité et du crédit à accorder à l'évaluateur. Reprenons nos 5 profils. Le gars du début de la vidéo qui est toujours là et qui rend son verdict sans qu'on lui ait rien demandé. Du coup, c'est incompréhensible sans développer avec la personne. C'est gratuit et c'est malvenu. Donc, ne pas accorder de crédit à cette interpellation. Next. À moins de discuter avec lui, on n'a aucune information sur qui il est, ni sur son bagage technique, culturel, intellectuel. Comment note-t-il? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il note? Plus spécifiquement, qu'est-il en train de noter? La technique, le sujet abordé, le style emprunté, le message qu'il a perçu, l'impact que ce tatouage pouvait avoir sur mon apparence? Tout ça en même temps, sachant que lui-même ne me connaît pas. Il ne connaît pas mes intentions concernant le tatouage que je porte. Ces questions resteront un mystère pour moi. En fait, je ne sais pas si ce jugement est si désintéressé que ça, parce que je ne sais pas si c'est quelqu'un qui m'a stalké sur le net. Je ne sais pas s'il a fait ça pour m'atteindre en fait. Donc, par précaution, si c'est un cas isolé, je vais essayer de ne pas accorder de crédit à cette interpellation. Au mieux, je le mémoriserai comme une simple anecdote. Situation numéro 2. L'évaluation dans le cadre d'un apprentissage. Celle qui se situe dans un shop à l'arrière-boutique du côté pro, dans les cas du professionnel ou de l'apprenti.
Donc l'apprentissage est normalement la solution pour apprendre bien et rapidement tout en évitant de faire de grosses bêtises. Avoir été autodidacte m'a personnellement presque empêché de partager aujourd'hui mes premiers tatouages par respect pour ceux qui les portent. Toujours est-il qu'autodidacte ou apprenti traditionnel, le but est de donner le meilleur de soi-même pour pouvoir prétendre au statut de professionnel confirmé. Les enjeux d'ego, de réputation ou de concurrence économique ne devraient pas entrer dans les critères d'évaluation d'un tatouage réussi. Le but à court et moyen terme de l'apprentissage, ce n'est pas de créer un chef-d'œuvre, mais c'est bien d'expérimenter et de travailler pour acquérir des compétences qui par la suite et sur du long terme permettront peut-être de travailler sur un chef-d'œuvre. Finalement, tatouer c'est comme un marathon. On peut voir l'apprentissage comme la préparation physique et mentale qu'on va faire en amont, et les courses comme les potentielles réussites gratifiantes ou les chefs-d'œuvre. Dans ce cadre-là, l'évaluation de l'apprentissage n'est pas un one-shot, mais ça se fait au contraire en continu. Elle permet alors d'évaluer la maîtrise d'un savoir-faire, de contrôler l'acquisition d'une technique, faire une ligne fine qui tient, faire une ligne droite, faire un gris doux, faire un gris texturé, faire un noir lisse, faire du blanc sur du noir patiné, tatouer des peaux foncées, tatouer des peaux abîmées, etc. L'apprenti doit aussi être capable au fur et à mesure de s'auto-évaluer, de juger de ses capacités pour évaluer, de la même manière que le ferait un professionnel expérimenté. Aujourd'hui, je ne connais pas les établissements de formation de tatouage, donc je ne ferai pas d'hypothèse sur le sujet. Je vais juste partager mon expérience en tant qu'autodidacte et les quelques évaluations que j'ai pu donner aux jeunes tatoueurs qui me le demandaient. Je ne juge que la technique mise en relation avec les intentions de résultat. Pour moi, une bonne ligne, ce n'est pas nécessairement une ligne qui ne tremble pas et qui ne fuse pas. Une bonne ligne, c'est une ligne qui est droite et qui s'épaissit le moins possible avec le temps, seulement quand on l'a décidé. Une bonne ligne, ça peut être aussi une ligne tremblotante qui s'épaissit avec le temps quand on l'a décidé. Si l'on subit ce que l'on fait malgré la volonté de faire autrement, c'est pas bon en fait. Donc, dans l'évaluation de l'apprentissage, j'inviterai les professionnels à juger la maîtrise de la technique au service de l'intention. Bref, cette évaluation ne peut être faite que par une personne qui peut mettre en relation les intentions, le résultat voulu avec celui obtenu. À la fin, l'évaluation servira à déterminer si l'on doit perfectionner, continuer ou revoir toutes les méthodes employées. Cette évaluation ne peut être faite que par deux types de personnes. Soit par d'autres professionnels, donc les pairs les plus expérimentés, qui ont la capacité de reconnaître la bonne exécution des aspects techniques replacés dans leur contexte et leurs intentions, à savoir un bon noir, un bon gris, une ligne claire, etc. Soit par l'apprenti lui-même, par les expérimentations et la comparaison de tous les résultats obtenus à travers le temps, en commençant par se tatouer soi-même. Pour le point suivant, on reste dans le shop, mais on se place du côté du client qui vient chercher soit un avis professionnel sur un tatouage déjà réalisé, soit jauger à qui il va confier son projet. Dans le premier cas de figure, nous sommes dans une situation où le client vient montrer son tatouage. Il se présente normalement en tant que néophyte par rapport au professionnel pour lui demander son avis sur la qualité d'exécution, sur la cicatrisation ou le vieillissement du tatouage qu'il porte. Le tatoueur pose alors 3 questions pour avoir les éléments qui permettent de rendre son verdict. Qu'est-ce que tu voulais ? Qu'est-ce qui ne te convient pas ? Et qu'est-ce que le tatoueur t'a dit qu'il allait faire ? C'est seulement après avoir eu les 3 réponses que le professionnel peut rendre son verdict, s'il veut être juste en tenant compte du contexte de réalisation de ce qu'il doit évaluer. En effet, il peut se positionner, car il a pu prendre connaissance des intentions et du contrat qui a été fixé. À partir de là, il peut donc évaluer si les choix techniques ont été judicieux ou non. Dans le second cas de figure, le client recherche un tatoueur pour réaliser son projet. Il vient dans le shop pour voir quel type de tatouages peuvent être faits dans un shop plutôt qu'un autre. Sans être connaisseur, le client vient évaluer le travail pour s'éduquer, pour prendre connaissance de ce qui existe, afin de savoir si c'est plus adapté de se faire tatouer dans ce shop plutôt qu'un autre. Dans ce contexte, il est dur de se former et de prendre en considération tout ce qui compose un tatouage quand on n'est pas professionnel. Sur ce point, j'ai un seul conseil à vous donner.
Plus on s'éduque en consommant de l'information relative au tatouage, plus on a de chances d'être précis dans notre demande et finalement d'avoir le tatouage qu'on mérite. Mais pour s'éduquer, il faut poser des questions à ceux qui sont déjà passés par là. Récolter les points de vue pour finalement déterminer ce qui compte le plus pour nous dans un tatouage. Et savoir quoi demander à un tatoueur quant aux garanties de la réalisation. Et là, attention, tu vas devoir utiliser ton esprit critique parce que tes potes sont pas tous des références en la matière. Là, je pense à ceux qui se font tatouer les fesses quand ils sont bourrés en fin de soirée, ce qui est souvent synonyme d'une hygiène et d'une technique plus qu'approximative, mais souvent et surtout synonyme de regrets friendly. Éclaircissez les zones d'ombre. Ici, l'évaluation se fait à des fins personnelles. On veut s'assurer d'avoir un tatouage à la hauteur de nos attentes. En revanche, en tant qu'être humain, on a normalement la possibilité de voir quand quelqu'un est bienveillant et qu'il recherche à défendre ses intérêts en prenant ceux de sa clientèle en considération. Attention, tout le monde n'a pas les meilleures intentions, professionnelles comme clients. Il ne faut pas oublier l'enjeu commercial qui, selon la bonne santé économique et selon la personnalité des individus, fera que le jugement sera parfois biaisé ou non. Certains individus peuvent profiter de l'ignorance des clients, tout comme ces derniers peuvent vouloir retourner la situation à leur avantage. Mais ça, c'est pas réservé qu'au monde du tatouage. Et c'est précisément pour ça qu'il faut récolter plusieurs avis et être attentif aux détails qui permettent de savoir qu'on se fout pas de notre gueule en fait. Il ne faut donc pas prendre tout ce qui est dit comme vérité absolue, mais garder à l'esprit que le bon tatouage, c'est celui qui répond à nos critères au minimum. Tatoueur comme tatoué, et qui a été réalisé avec notre consentement éclairé. Sur Internet et les réseaux sociaux, tout le monde, la visibilité et la réputation en ligne sont incontournables. Elles pèsent lourd dans la crédibilité que l'on peut accorder à un tatoueur, le rendant légitime par le nombre. Elles passent par le nombre de followers ou d'abonnés. On a la réputation en fonction de ses notes sur Google, les partages de ses publications, les commentaires, et le fait d'avoir une communauté active et réactive. Enfin, plus subtilement, il y a aussi le taux de fréquentation d'une page, qui fera qu'elle sera plus exposée qu'une autre. Ça va également jouer dans la visibilité des pages dans les moteurs de recherche. Cependant, la visibilité n'est pas nécessairement liée à la qualité de ce qui est montré. Sur le net, la visibilité ne dépend pas principalement des qualités du tatoueur en tant que tel. Elles sont liées aux qualités de communicant qui se trouve être un tatoueur. Je peux vous garantir qu'il y a de nombreux tatoueurs talentueux dont on ne parle pas. Et c'est la même chose en musique. Le talent ne fait pas la visibilité, mais avoir du talent favorise la visibilité quand on la travaille. Et cela passe par un apprentissage de la communication, voire une forme de marketing pour pouvoir être bichonné par les implacables algorithmes. Exemple concret, on sait que sur les réseaux sociaux, les fake news sont les posts les plus viraux. Or, on sait que ce sont vraiment des contenus de mauvaise qualité sur le fond, la forme et probablement l'éthique, tant ils sont uniquement créés pour être viraux et diffuser de fausses informations. Sur le net, la notation et les commentaires font office de preuve sociale. Or, même s'il y a des prénoms qui s'affichent et que c'est bien écrit, faites attention à ce que vous avez envie de croire. De la même manière qu'une personne croisée dans la rue sur Internet, vous n'êtes pas censé avoir d'informations sur celui qui laisse un commentaire. À part si vous allez stalker son profil, pour voir quels sont ses centres d'intérêt et quelle filiation cette personne entretient avec le tatouage exposé, voire avec le tatoueur, il faut se demander s'il y a un conflit d'intérêts. Pour le coup, je vous recommande cette petite vidéo d'1h30 par Horizon Gull, Fake Reviews ou la guerre des étoiles. C'est sur YouTube, c'est une chaîne YouTube pédagogique sur la contre-manipulation au quotidien. Et avant de découvrir cette chaîne, sachez que j'étais beaucoup plus naïf, donc merci Horizon Gull. Cette vidéo met en lumière tous les enjeux et les mécanismes mis en place par les entreprises pour soigner leur image en ligne, que ce soit en faisant monter leur cote ou en allant détruire celle de leurs concurrents. Alors comment juger d'un tatouage en ligne ? Clairement, je ne sais pas. Toutes les retouches sont permises, il y a la plupart du temps un manque cruel d'informations et de contexte de réalisation. Un indice de la qualité des followers pourrait être établi, mais je ne sais pas sur quels critères ni comment. Personne n'est en mesure d'évaluer la qualité et les facultés de juger de la fanbase d'un tatoueur. On peut toutefois regarder si des figures d'autorité technique du tatouage viennent commenter les publications, valorisant ainsi la publication de tel ou tel tatouage en ligne.
Bon, autre point. Dans une convention de tatouage avec un jury. Jury constitué jusqu'ici de professionnels faisant figure d'autorité dans le milieu par leur travail, leur carrière et sa reconnaissance par ses pairs. Leur statut à l'international, qui est la preuve qu'ils sont au niveau le plus élevé, et donc leur poids dans l'industrie. Certains membres de jury peuvent être, par exemple, à l'origine de révolutions culturelles, comme Leil Tuttle, ou bien de révolutions techniques, comme Philippe Leu. Des gens dont les tatouages font le tour du monde et donnent l'impression de faire l'unanimité, même si c'est techniquement impossible. Obtenir un prix lors d'une convention, c'est ce qui reviendrait donc, dans notre réflexion, à obtenir une bonne note. C'est ce qui signifie être mis en avant et être validé par ses pairs aux yeux du public. Cela implique une meilleure visibilité, d'autant que beaucoup de tatoueurs ne se déplacent pas en convention ou ne concourent pas automatiquement. Et la visibilité pour un tatoueur signifie de la clientèle, donc du pain sur la table. Par ailleurs, petite piqûre de rappel concernant les prix attribués par intérêt économique ou par affinité. Jury ne devrait pas avoir d'intérêt lorsqu'il met une note. La règle intangible devrait être évidemment qu'aucun membre du jury ne doit être intéressé par l'exploitation d'un tatouage en compétition. Exemple, un prix ne devrait pas récompenser une personne qui travaille dans le même shop que le jury, tant on sait qu'il y a une implication économique qui peut altérer le jugement et rendre la compétition déloyale. Il faudrait donc pouvoir s'assurer du non-intérêt des jurys. Mais comment ? On sait que le tatouage est un petit milieu, et qu'il y a des affinités naturelles. C'est humain. Et d'ailleurs, j'aimerais bien aussi qu'on m'explique qui choisit les juges. Il nous faut ensuite passer en revue les conditions et les critères d'évaluation actuels d'un tatouage en convention, pour définir ce qui nous pose un problème et trouver des alternatives. Jusqu'ici, les compétitions de tatouage en convention sont présentées comme des concours de beauté. On entend parler de qualité d'exécution, donc technique, d'originalité, qui est un facteur qui dépend du répertoire visuel de celui qui juge, et du coup, c'est un critère de beauté. Et alors là, on sait que c'est un sacré sujet, Kant ayant dit que la beauté est une affaire de sensation. Et Kant, il avait l'air d'être un peu... Ça marche là-haut, quoi. Il faut aussi savoir que les tatoués qui vont défiler sur scène sont au préalable inscrits au concours par les tatoueurs, dans les catégories qu'ils choisissent, en fonction du nombre de places disponibles, parce qu'il y a forcément un planning à tenir. À ce moment-là, on leur attribue un numéro qui va déterminer leur ordre de passage sur scène. Concernant la présentation du tatouage au juge, les modèles ne sont pas censés communiquer et doivent se comporter en toile muette. Ainsi, ils montent tour à tour sur scène et peuvent occasionnellement être rappelés si un des juges en fait la demande. Je n'ai pas vu de règlement à ce sujet-là, mais il est d'usage que les tatoueurs ne parlent pas quand ils montent sur scène, sauf si le speaker et les juges en font la demande. Le but étant de préserver l'identité du tatoueur, parce que les compétitions, par souci de neutralité, elles seront souvent dans l'anonymat. Même s'il est très facile de reconnaître un tatouage fait par Léa Naon, Noon ou Get Deep, on les présente quand même dans l'anonymat. En effet, si l'on tient compte de la première spécificité du tatouage qui, contemporainement, ne peut plus être imposée, et oui, on ne tatoue pas quelqu'un de force même si on est tatoueur et qu'on a une très très bonne idée, non, on le fait pas. Le tatouage est fait à la demande du client. Ce dernier est donc, du moins dans la très grande majorité des cas, à l'origine de l'impulsion qui précède la réalisation du tatouage. Le fait de ne pas pouvoir échanger avec eux revient à rejeter une part importante et souvent essentielle du projet, c'est-à-dire le contexte de réalisation et les humains derrière, qui ne sont pas d'étoiles mortes. Ce sont là les éléments qui font la force, l'originalité, la complexité et les spécificités de cette pratique. La remise d'un prix revient donc à récompenser des tatoueurs dont la moyenne est issue de quelques critères techniques, pas toujours évalués en relation avec les intentions de base, et de quelques autres qui relèvent de la subjectivité des juges. On peut toutefois accorder du crédit à l'expertise technique, presque sans la contester, puisque, comme nous l'avons vu, ils peuvent être relativement objectifs. De plus, rares sont les conventions qui sont en mesure de fournir leur grille d'évaluation, avec des critères établis qui soient clairs et précis. Même si les catégories sont déterminées en avance, elles restent très larges et on sait rarement ce qui constitue une note. Cela revient en quelque sorte à évaluer des réalisations de Picasso et de Dali sur un même thème. C'est incomparable tant les représentations, les interprétations et les intentions varient. Or, nous avons pu voir que ces critères d'ordre subjectif doivent être considérés dans l'évaluation d'un tatouage. Les jurys devraient,
au-delà de l'aspect technique, s'attarder sur une seule question. Qu'est-ce que tu voulais ? C'est une question qui pourrait permettre de canaliser et réorienter leur subjectivité. C'est là que vient l'idée de légender un tatouage avec un titre. C'est une indication de technique et de temporalité. Voire une note d'intention pour aborder le contexte, ça pourrait aider le jury à être plus juste. Il faudrait alors pouvoir juger de la dite technique sur une thématique précise, ce qui implique de clarifier, préciser et définir des critères de notation réalistes qui tiendraient compte à la fois des aspects objectifs et subjectifs de la pratique. Le jugement, l'évaluation ou la notation du tatouage se déroulerait en suivant une grille définie à l'avance et rendue accessible à tous par un jury aux différents profils et préférences explicites qui prendraient connaissance de la légende du tatouage pour connaître les intentions du tatoué et du tatoueur et, grâce à l'ensemble de ces éléments, rendraient leur verdict. Je pense pas que ce soit irréalisable comme demande, puisque le but est d'être juste mais réaliste. Et il est bien sûr hors de question de fournir un documentaire de 10 heures sur chaque personne avant de remettre un prix. C'est important, mais il faut garder les pieds sur terre, il faut quelque chose de réaliste et de pratique. Mais finalement, la part qui relève de la qualité du goût, ça reste du domaine de l'impalpable. Comment pouvons-nous avoir la garantie d'être capable de cerner la beauté de quelque chose ? Ce qui nous amène à notre dernière partie, et non des moindres. La notion de beauté et de goût dans la capacité à évaluer un tatouage. Comme j'aime l'imaginer, un poème peut être beau seulement si on a les moyens de le lire. Et je pense qu'avec le temps, les formes, les compositions, les associations de couleurs sont des langages qui évoluent et se dessinent comme plus beaux pour la personne qui les perçoit, sans pour autant que l'on arrive à expliquer ni pourquoi ni comment. C'est peut-être cela que l'on appelle la sensibilité artistique. Juger de la beauté d'un tatouage expose nos goûts. Et si l'on se base sur les grandes lignes de la critique du beau et la faculté de juger de Kant, on serait plutôt de l'ordre du ressenti, de l'expérience personnelle, une perception qui existe sans forcément de raison logique. Dans cet ouvrage, Kant distingue deux formes de jugement qui permettent de comprendre quand le jugement délivre une information utile sur le tatouage, ou simplement quand il positionne le juge et sa subjectivité par rapport au tatouage jugé. Il y a d'un côté le jugement de connaissance, qui permet d'avoir des informations sur le sujet. Par exemple, ceci est un tatouage traditionnel, fait par telle tribu, selon telle circonstance, qui respecte l'esthétique et les codes dont découle ce tatouage. Le tracé respecte le rendu attendu, en fonction du type d'aiguille utilisé, nanana, nanana. De l'autre côté, il y a le jugement de valeur, qui renseigne sur les goûts de celui qui parle, et non sur le tatouage. À savoir, je trouve ce tatouage horrible, agressif, vulgaire, et ça, indépendamment de ce qu'on peut me raconter dessus. Et c'est valable aussi si je dis « Ah, il est vraiment trop beau ce tatou, c'est joli, hein, très beau ». Lorsqu'un tatoueur exerce son métier, ses intentions pour marquer la peau, elles sont très différentes, que ce soit par fonction culturelle et hiérarchisante, pour retranscrire un récit joyeux ou funeste, pour extérioriser et concrétiser des douleurs psychologiques. Toutes ces motivations ne sont que des impulsions, où le beau se dévoile de manière, des fois désintéressée, s'il apparaît. Et le beau n'est donc pas forcément un objectif en soi. On ne peut pas dissocier la part d'esthétique ou la sensibilité à la beauté de quelque chose lorsque l'on évalue un tatouage, puisque nous disposons tous d'une sensibilité au beau qui nous est propre. Mais il ne doit pas être le seul critère dans l'évaluation de celui-ci, bien qu'il soit accessible et que ce soit le plus parlant, parce qu'il est trop subjectif en fait. Par conséquent, on ne peut pas démontrer factuellement pourquoi on trouve quelque chose de beau. Et convaincre autrui de la beauté d'une œuvre d'art par raisonnement logique, c'est contradictoire. Toute note évaluant des critères de beauté ne peut être considérée autrement que comme une valorisation personnelle du beau. Et ça ne doit jamais être pris comme une valorisation faisant consensus. Et c'est pour ça que je pense que le réalisme et les productions narratives, elles vont rassurer les personnes cartésiennes qui ont besoin de rationaliser ce qu'ils voient. Ça leur permet de se raccrocher à des canons de beauté identifiables, comme une rose ou un joli portrait de femme. Que d'un autre côté, les personnes peut-être un peu plus rêveuses et en quête de mystère, elles vont se tourner vers des productions plus abstraites et conceptuelles, et du coup plus insaisissables. Mais je vais pas plus loin parce que la question de l'esthétique du tatouage, c'est Manon qui va y répondre d'ici quelques mois. En conclusion, pour récapituler, on a vu que la notation dépendait des critères tangibles, immuables et factuels comme la technique, mais que cette dernière doit être mise en relation avec l'intention de base.
On a aussi vu que les autres potentiels critères d'évaluation relèvent du ressenti, d'appréciation du beau, mais aussi d'expérience personnelle. On a pu établir les critères principaux pour développer une grille d'évaluation cohérente et pertinente au vu de la pratique. Mais peut-être qu'on s'en fout en fait. Prendre en compte le fait qu'être juge dans la mauvaise catégorie, être juge quand on ne le demande pas, ou être juge sans connaître les critères de compétition, par exemple en course, tu cours à 1000 mètres alors que le chrono s'arrête aux 500, ben ça aide pas à avoir une bonne note. Une note décontextualisée, lancée à la tête, elle ne doit pas être prise en considération, elle doit être rejetée aussi rapidement et gratuitement qu'elle a été attribuée. Noter un tatouage, c'est avant tout s'intéresser aux intentions de base, c'est définir des critères d'évaluation et baliser le domaine de l'artisanat comme la seule chose où le jugement de professionnel peut être pris en compte. Et ça, quand il n'y a pas de conflit d'intérêt. La technique est contrôlable, mise en relation avec l'intention de base. Et ça, je tiens vraiment à le répéter. C'est aussi se rendre compte quand on accorde du crédit au goût d'une personne. Ne pas oublier que même une figure d'autorité technique répond à des sensations et une faculté de percevoir les choses, mais que ce n'est pas justifiable, démontrable, ce n'est pas une science exacte. Et de ce fait, ça ne peut jamais faire consensus. Même Tintin, en disant ceci est un beau tatouage, ne peut faire autorité en matière de goût. Juger de la beauté de la pièce est une expérience personnelle, alors ne laissez personne affirmer que votre tatouage est une horreur. Une telle phrase ne peut être une preuve en soi. En matière d'esthétique, vous trouverez toujours quelqu'un pour vous dire qu'il y a quelque chose de beau. Et pour les réseaux sociaux, gardez à l'esprit que laisser un commentaire, une note ou une évaluation fait vivre un post. Et un post qui vit donne une visibilité à son auteur. Un tatoueur qui est vu a plus de chances d'être sollicité pour tatouer et donc de gagner de l'argent pour vivre. Le simple fait d'être noté ou de se soumettre à un jugement donne une visibilité. Un prix remis en convention offrira également une visibilité indépendamment de la valeur des juges, bons ou mauvais. N'oubliez pas que pour 50 tatoueurs qui participent à un concours en convention de tatouage, des centaines voire des milliers ne participent pas et ne monteront pas sur scène pour montrer leur tatouage, et pourtant nombreux sont les talentueux cachés. Soyez curieux, trouvez vos références techniques, reposez-vous sur des professionnels, mais imposez vos goûts esthétiques. Cette vidéo a été rendue possible grâce aux 3 heures de live passées avec ma communauté sur Instagram. Je vous remercie. C'est un rendez-vous récurrent qui se passe le premier jeudi du mois à 22h22 où je m'interroge en public et où on essaye collectivement de construire une petite réflexion autour du tatouage. Alors vraiment, merci à tous ceux qui ont déjà participé. Aussi un très très grand merci à Manon Jean-Jean et Tartine aka Karine Desbordes qui m'ont offert des heures de sommeil vraiment précieuses pour m'aider à relire, éclaircir et enrichir cette petite réflexion. Enfin, n'hésitez pas à consulter les ressources qui m'ont aidé à enrichir ce contenu et qui se trouvent en légende de cette vidéo là-dessous. Il y a des documents intéressants qui tournent autour de la pédagogie et de la faculté d'évaluer. Je pense à la docimologie dont j'avais parlé en live et donc à la chaîne Éduquer. Pour finir, je vous encourage à baigner dans le monde du tatouage pour pouvoir enrichir la qualité de votre propre notation et pourquoi pas nous la laisser en commentaire pour nourrir le travail autour de cette vidéo. C'était Olivier Poinsignon pour tatouageclermontferrand.fr. À bientôt.